Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie et de toute l'Afrique, Zulf Lawen, Sahel Aïdenouen, Sahel Aïdenouen. Messieurs les chefs d'État de l'Union économique monétaire ouest-africaine, créée en 1962, je m'adresse aux chefs d'État du Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Dans cette intervention euh, qui cible, que j'adresse à mes compatriotes d'Algérie, il sera question de la finance islamique dans l'économie et le développement. J'aborderai des aspects assez complexes et même très complexes pour vous tous, surtout les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et en particulier aux dirigeants du Sénégal, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, puisque la finance islamique est opérationnelle dans votre pays, il existe des banques islamiques, donc j'aborderai des aspects assez complexes, mais essentiellement, cette intervention, à travers cette intervention, je m'adresse à mes compatriotes d'Algérie. Donc, ce que je dirais à mes compatriotes d'Algérie est valable à tous mes compatriotes africains. Donc, à mes compatriotes d'Algérie, une autre fois, Zulf Lawen, Sahel Aïdenouen, Salama Oulehna, je vous supplie de demeurer pacifique et de résister dans la dignité. Dans cette première partie, que j'aurais tant aimé aborder en Tamazir, mais malheureusement, je suis incapable. Ça sera des aspects extrêmement complexes que j'aborderai dans le domaine de la finance islamique, dans l'investissement islamique, avec des phrases relativement simples. Je m'engage à mettre un minimum d'humain. Les notes que je pourrai dans la description de cette intervention pour permettre à des universitaires, à certains universitaires algériens qui m'ont contacté, d'aller un peu plus dans le détail, du moins de fouiller, d'analyser ce qu'ils veulent analyser. Personnellement, je ferai dans un syncrétisme analytique, c'est-à-dire j'aborderai la finance, les taux d'intérêt, les relations internationales, les pressions internationales, l'influence des États-Unis d'Amérique et du roi Emmanuel Macron en Algérie, tout ça ensemble, et je mélangerai à la fin une partie de l'identité, c'est-à-dire dans la deuxième partie, je parlerai de Tamazirt et d'autres aspects liés à notre pays. Donc, chers compatriotes d'Algérie, même chers frères et sœurs d'Algérie, et même à tous mes compatriotes africains, là où il y a des parlements, là où il y a des assemblées parlementaires, des assemblées législatives, dans mon pays, l'Algérie, les députés et sénateurs sont les mitraillettes des gangs qui contrôlent notre pays. Je répète, les députés algériens, les sénateurs algériens sont les mitraillettes, les kalachnikovs, des gangs qui contrôlent notre pays. Au directeur général de la Banque nationale d'Algérie, à l'actuel directeur général de la Banque nationale d'Algérie, vous avez déjà un pied en prison. Si vous restez à votre poste, vous partirez en prison. Si vous êtes relevé de fonctions, si vous êtes changé, si un autre directeur général est nommé pour la Banque nationale d'Algérie, donc ce nouveau directeur général ira en prison. Qui suivra derrière? Le directeur général du Crédit Populaire d'Algérie. Si pour le directeur général de la BNA, l'actuel et le futur,
le passage par la prison est certain. Le directeur général du CPA pourrait subir le même sort, si tant est. Un tel sort est souhaitable à mes compatriotes. Je reviendrai sur les détenus politiques algériens dans une seconde partie. Une histoire avec le Bahreïn que je vais détailler s'est produite récemment en Algérie. Elle porte sur la finance islamique. La loi fondamentale du prêt et du contrat en islam est dans la ayah 282 de Surat al-Baqarah, que je vous lis, et en demandant à Dieu de me pardonner si je fais une erreur, si je commets une faute dans la lecture. Ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajrin musamma faktubuhu wal yaktub بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Une autre fois, je demande à Dieu de me pardonner si j'ai commis des fautes dans la lecture de la ayah 282 de Surat al-Baqarah, qui est le joyau, le cœur de toutes les opérations financières entre deux organisations, deux institutions, entre deux personnes. À vous tous et à vous toutes, en m'interdisant d'aller dans l'explication de la ayah parce que il est hors de mon propos de faire dans la jurisprudence, d'être un jurisconsulte, etc. Dans cette ayah, il s'agit de notions de compte en théorie économique. Il s'agit en théorie économique et juridique. Il s'agit de contrats complets et incomplets, qui est dit c'est-à-dire un contrat écrit. C'est dans un contrat à terme, une dette à terme. Il s'agit de la théorie de la firme. Il s'agit des droits de propriété. Je le répète, droits de propriété. À qui appartient un capital financier, une maison, un terrain, un contrat d'assurance, un titre de propriété. Bon, il s'agit donc des droits de propriété. Et dans une autre situation, il s'agit de la théorie du Moral Hazard and Adverse Selection, la théorie de l'aléa morale et de la sélection adverse.
Ça, ce sont en théorie, c'est ce qui est connu. Ce sont les théories qui gèrent ces aspects. Ces aspects. Exemple, l'adverse selection, la sélection adverse, dans le modèle dit principal agent model, etc. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. سفيها أو ضعيفا. Ça, c'est une sélection adverse. Deux contractants, un exploite les capacités de l'autre ou les incapacités de l'autre. Ça rentre dans l'aléa moral et la sélection adverse. L'aléa moral, je le répète, je le dis et je le répète une autre fois. L'aléa moral, ça ne veut pas dire un hasard. Moral hazard, c'est un danger moral. Hazard en anglais se traduit par danger en français. Ça, c'est le truc. Ce sont des aspects ici, dans ce que vous voyez dans cette partie. C'est un usage restreint. Dans ce que vous voyez ici. Donc, Cherif Aïssat, modeste analyse des effets du programme d'ajustement structurel en Algérie que j'avais fait en 2016. Dans cette partie-là, je dois le répéter. Mon ivresse était avec moi. Donc, il est probable que certains concepts vous échapperont. Mais c'est la partie la plus simple. C'est là, ce que j'ai dit ici est plus simple par rapport à ce que je vais dire après. Donc, tout ici, tout est là, la santé. La santé, c'est très important là. Pour 5 mois. Si on augmente les salaires en Algérie, c'est pour déclencher de l'inflation. Vous allez entendre parler de l'inflation, de l'augmentation des salaires, du marché parallèle, du chômage, du chômage et comment récupérer la main-d'œuvre du marché parallèle, la main-d'œuvre en noir, celle qui n'est pas déclarée, celle qui n'a pas de bulletin de paie dans l'économie réelle, tout en la laissant dans l'économie parallèle. Hein, parce que je reviendrai là. L'incitation, des incitatifs pour récupérer ce qu'il y a dans le marché parallèle, dans l'économie informelle vers l'économie informelle a été abordé par celui que vous savez, que vous connaissez tous là. Il a été abordé. Il a été dénaturé. Il ignore ce qu'il dit. Il doit se taire. Après, je reviendrai vers lui. On ne dort pas et on ne se réveille pas avec une lampe d'Aladin sur la tête pour dire voici ce que nous allons faire. Ce qu'il a dit, ce mec-là qui parle des incitatifs pour l'économie parallèle relève du crime. Ici, ça c'est partie 2, analyse, partie 2. Tamazir Jean Tirole, c'est le prix Nobel d'économie. C'est un économiste qui est venu en Algérie, c'est un Français, etc. L'économie, le dinar à Montréal, etc. Ici, le futur de la santé et le FMI en 2018. Chez Faïsset, le futur de la santé et le FMI en 2018, parce que là, ils vont vous cogner dans la santé. Maintenant que j'ai lu l'ayat 282 de Surat al-Baqarah sur les contrats, sur les dettes, etc.,
Je passe aux autres. Donc, je répète, les députés et les sénateurs sont des tueurs en Algérie. Hein. Ce sont les Kalachnikovs, les mitraillettes des gangs qui dirigent l'Algérie. Je répète, les 2 directeurs généraux risquent d'aller en prison. Ah, avant de... je suis désolé, c'est plein de notes. C'est plein de notes, c'est tellement compliqué. C'est comme ça que je travaille. J'ai pas le temps. Ah, mes compatriotes d'Algérie, étant donné que le généraux vous prive de l'information, hein, vous n'êtes au courant d'absolument rien. Ok. Et vous êtes facilement manipulable. Facilement, hein, pour un travail de 24 heures, 48 heures pour certaines personnes, et vous allez vous retrouver dans des émeutes qui ne vous concernent pas du tout. Donc, puisque vous êtes bloqué, le service de Bnakloun a été bloqué par vos généraux, là. Je reviendrai sur ces généraux après. Utilisez, quittez Chrome, quittez Firefox, quittez, comment ça s'appelle, Edge de Microsoft, quittez-les. Allez-y vers le navigateur Tor, T-H-O-R. Installez Tor sur vos ordinateurs. Premièrement, vous serez anonyme. Vous serez anonymisé. Personne ne saura d'où vous consultez les sites internet. C'est-à-dire, la sécurité militaire algérienne ne saura jamais que c'est vous qui êtes en train d'aller sur le web quelque part, sur YouTube, sur Google, je ne sais pas quoi là. Hein. Installez Tor, thor.com. Hein. Installez-le. Et avec Tor, vous pouvez aller sur le web ordinaire, Google, YouTube, etc. Et vous pouvez aller sur le Deep Web et sur le Dark Web. Et vous allez avoir accès à des ressources informationnelles concernant l'Algérie. Voilà. Donc, après avoir lu la ayat 282 de Surat al-Baqarah concernant les contrats de dette, etc., là maintenant, dans le cadre de l'économie islamique, les statuts de riches et de pauvres sont une réalité perpétuelle d'essence naturelle et divine. C'est-à-dire, aussi longtemps que l'humanité existera, il y aura toujours des riches et des pauvres. C'est une réalité perpétuelle et divine. La charia interdit le prêt à rémunération, un riba, qu'il soit fixe ou variable. Ok. L'autre élément, éviter la confusion entre les taux d'intérêt et les profits. Le profit, le bénéfice est licite, halal, parce que un commerce entre deux personnes, entre une personne et une société, entre deux sociétés, etc., est un commerce dit par at-taradi. Taradi, c'est pas l'accord, c'est pas l'agrément, c'est le consentement. Un crayon, si le produit en Algérie coûte 1 dinar, si je décide de vous le vendre à 5 dinars, vous acceptez, tant mieux pour tout le monde. Voilà. Quelle est l'association? L'une des associations internationales qui s'occupe de la finance internationale, qui normalise, qui fixe les normes, qui fait les prescriptions conformes à la religion musulmane, et l'Association internationale des banques islamiques, créée en 1977 à Jeddah. Parmi les pays participants, il y a l'Arabie Saoudite, le Bahreïn,
Je reviens sur le Bahreïn, l'Égypte, la Jordanie, le Koweït et le Soudan. Maintenant, le Soudan, est-ce que c'est le Soudan normal, le Soudan du Sud, est-ce que c'est l'autre là, le Darfour qui est en train de péter? Ok. Dans la finance islamique, ce sont les mêmes risques financiers dans le secteur classique, hein, c'est-à-dire dans les banques que vous avez l'habitude d'avoir en Algérie. Ce sont les mêmes risques qu'il y a, hein, les risques financiers, les risques opérationnels, les risques stratégiques et les risques juridiques. Je mettrai une partie de ces notes dans la description. Hein. Vous allez prendre, vous allez prendre, vous allez. La finance islamique est indépendante de la religion. Je le répète. La finance islamique est indépendante de la religion. Ceux, qu'ils soient juifs, chrétiens, bouddhistes, animistes, s'ils souscrivent à la finance islamique, ils n'ont qu'à respecter les prescriptions, les recommandations, les conditions de la finance islamique. Donc, la finance islamique est indépendante de la religion. L'argent est dans toutes les monnaies. En anglais, il n'y a pas la notion d'argent. We say just money. L'argent est dans toutes les monnaies et libre. Il jouit de la libre circulation. Il suffit d'accepter. Une phrase synthétique. Sont qualifiées de finance islamique toutes les opérations sans taux d'intérêt. Il n'y a pas de taux d'intérêt. Du moins, avec un taux d'intérêt nul, égale zéro. Pardon pour la phrase sans taux d'intérêt. Hein. Toutes les opérations de prêt ou de négociation avec des taux d'intérêt nuls sont islamiques. D'accord? Même aux États-Unis, hein? Si deux banques se prêtent à taux zéro, elles font de la finance islamique. Aussi. Le premier problème en Algérie, je vais aborder cet aspect après, mais je préfère le dire dès maintenant. Est-ce que les taux d'intérêt négatifs sont conformes à la charia? Les taux d'intérêt négatifs. La Banque nationale d'Algérie, le Crédit populaire d'Algérie, la BADR vous prête 1 million de dinars à un taux d'intérêt négatif de 10%. C'est-à-dire, elle vous prête par exemple 1 million de dinars, ou bien 100 millions de dinars pour me simplifier la vie pour les calculs, à un taux d'intérêt négatif de 10%. Ça veut dire que vous allez rembourser 90%. C'est-à-dire 1 million de dinars, 100 millions de dinars, vous allez rembourser 90 millions de dinars. Et vous allez gagner, vous allez bénéficier, disons-le comme ça, d'une libéralité de 10 millions de dinars. Okay? Est-ce que les taux d'intérêt négatifs sont conformes à la charia? Ce sont toujours les mêmes concepts d'opération qui reviennent en finance islamique. Hein? Al-musharaka, al-murabbaha, al-mudaraba, al-mubadala, al-ijar. Le crédit leasing. Le mubadala, c'est l'échange. Al-mudaraba, il est évité. Dans certains pays islamiques, certains pays qui pratiquent la finance islamique, al-mudaraba est évité. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté spéculatif dedans. Ok? Qui a un lien avec la sélection adverse et l'aléa moral, the moral hazard and adverse selection. Donc il y a
parce que dans la Modaraba, il y a un bailleur de fonds qui met à la disposition d'un Modarib, d'un spéculateur, cet argent pour faire des opérations. Des opérations. Donc, les risques sont multipliés, sont surmultipliés. Vous allez pas entendre parler de Sukuk. Sukuk, c'est un terme islamique, hein, il est d'usage international. Hein. Il tire son nom de As-Sak, le chèque. Le mot chèque vient du terme arabe As-Sak. As-Sukuk, probablement qu'il remonte à une histoire plus lointaine. Hein, à une histoire. Donc vous allez entendre parler de Sukuk. Alors, dit d'une manière assez simple, les Sukuk sont des titres, c'est la titrisation. Ce sont des papiers commerciaux adossés à des actifs, PCAA. OK. Papiers commerciaux adossés à des actifs, ce sont des titres. Là, la titrisation, quand vous entendez parler de la titrisation, il faut chercher les problèmes de ces banques. Hein. Les banques qui font dans la titrisation, je vais vous donner un exemple après, sans casser la gueule. La titrisation. Dans la finance islamique, ce que vous risquez d'entendre en Algérie, donc en plus de Sukuk, quelque chose apparaîtra. Je ne sais pas comment ils vont s'appeler. Hein. C'est EBS. Asset Backed Securities. J'en ai parlé quelque part ici. Hein. J'en ai parlé. Asset Backed Securities. C'est-à-dire des dettes adossées à des actifs ou bien des titres adossés à des actifs. Vous avez une dette de 10 millions de dinars, elle est adossée à un actif. Par exemple, à votre usine. OK? À votre usine. Pas à votre voiture ou camion, là. Hein? Parce que il n'y a aucune garantie sur votre camion, sur votre vie. Hein? Même pas votre camion, votre véhicule ou votre vie. Non, non, non. La vie ne vaut absolument rien dans les banques, mais on la vend. La vie d'un individu ne vaut absolument rien. Mais c'est un produit commercial. C'est un produit commercial à travers les assurances vie, etc. Bon. Donc, vous allez entendre parler de Sukuk. Ce sont des titres. Je vous renvoie au droit de propriété dont j'ai parlé. Il y a 6 sénateurs et des députés qui sont des mitraillettes. Donc, Sukuk, c'est un titre. Et un titre doit avoir un propriétaire. Un propriétaire. OK. Vous allez, en anglais, on appelle ça, donc il y a le EBS, Asset Backed Securities, un titre de dette adossé à un actif. Un actif, c'est une usine, à condition qu'elle ne brûle pas. À condition qu'elle ne brûle pas, bien sûr, qu'elle continue à produire. Mais le risque de la performance est là. Bon, quels sont les autres? Le MBS, Mortgage Backed Securities. Ça, ce sont les hypothèques. Votre maison, tant qu'elle n'est pas intégralement payée, elle sera adossée à un amortissement, à une hypothèque, un mortgage en anglais. Donc, si vous faites quelque chose qui sort du contrat, votre maison va sauter. Bon. Donc ça, c'est à Sukuk, la titrisation, les papiers commerciaux adossés à des actifs,
EBS, Asset Backed Securities, et MBS, Mortgage Backed Securities. Bon, il y a d'autres, hein, Credit Default Swap, etc. On va laisser ça. Tout ça doit être défini dans des livres, dans une documentation qui sera publique en Algérie. Qu'ils se débrouillent, qu'ils se démerdent pour produire cette documentation avec écrite, audiovisuelle, journaliste, interview, débat contradictoire, etc. Est-ce que la finance islamique existe au Canada? À Toronto, où j'ai vécu, oui. Au Québec, à ma connaissance, non. Est-ce que la finance islamique est pratiquée en France? Oui. C'est à travers l'UBAF, l'Union des banques africaines et françaises, quelque chose comme ça, hein. Voici un autre trou noir là. Mais maintenant, quand je vous dis, ou du moins quand des politiques, des dirigeants comme ceux du Sénégal ou bien des autres pays vous disent que nous pratiquons la finance islamique, oui, mais maintenant, il faudra la situer par rapport à l'économie globale, hein, c'est-à-dire dans les financements de l'économie globale. Si on vous dit qu'il y a le volume financier dans la finance islamique en Algérie est de, on va dire comme ça, 10 milliards de dinars. 10 milliards de dinars. Que représentent 10 milliards de dinars par rapport à tous les investissements, à tous les financements qui sont perdus dans l'économie algérienne? Si ça représente 0,0002, tirez les conclusions que vous voulez. Bon. Je reviens vers quelque chose de simple. Tous les Algériens qui détiennent des comptes à la Banque nationale d'Algérie doivent faire attention. Ils doivent réfléchir. Est-ce qu'ils vont laisser leur compte là-bas? Est-ce qu'ils vont changer de banque? Là, ce que je viens de vous dire risque d'être interprété à la lettre par vos généraux et celui qui se prend pour le président de la République là. Je reviens après. Vous ne saurez absolument rien. Des généraux vont ordonner au gouverneur de la Banque d'Algérie, à qui je m'adresserai après, ils vont lui ordonner d'interdire toute fermeture de compte à la BNA ou au CPA. Ou bien interdire à tous les Algériens qui ont des comptes à la BNA et au CPA d'ouvrir des comptes dans une autre banque. Tous les clients de la BNA et du CPA resteront clients de la BNA et du CPA malgré eux. Parce qu'ils font partie des garanties là. Hein. Ah, ils font partie. Je vous parlais du tier 1, tier 1, tier 2, tier 3. Le tier 1, le tier 2, le tier 3. Bon. La BNA, lui là, l'autre là, lui. Oh voilà, celui qui est spécialiste dans la connerie. Chaque fois qu'il dit quelque chose, il dit une connerie. Pourtant, je lui ai suggéré de ne plus parler d'économie, pas plus d'économie, pas plus de finance. Tu dis absent, il ne comprend, il comprend. Il a des difficultés à comprendre ces mots. Bon. Le capital de la BNA a été augmenté de 100%. C'est-à-dire, il est passé de 150 milliards de dinars à 300 milliards de dinars. OK? Le capital, c'est-à-dire les fonds propres de la Banque nationale d'Algérie sont passés de 150 milliards à 300 milliards de dinars. Et en parallèle, il annonce, entre guillemets, un prêt du Bahreïn
du Bahreïn. Le Bahreïn, c'est un pays, hein? Ce n'est pas une banque. Le Bahreïn, de 3 milliards de dollars US. Est-ce que vous trouvez le lien là maintenant? Est-ce que vous trouvez le lien? La BNA passe de 150 milliards à 300 milliards. Et en face, il y a un prêt, un emprunt. Un emprunt imposé de 3 milliards de dollars. Hop, 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 hop. 3 milliards de dinars, 300 milliards de dinars par là, 3 milliards de dollars. Ça vous donne une bonne idée sur ce qui attend la BNA. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire que c'est la BNA qui sera utilisée comme cobaye pour la finance islamique. C'est-à-dire, de force, tu ouvres le capital. Ça, c'est une voie à la privatisation de la BNA. C'est la voie au changement du conseil d'administration. C'est la voie au changement à la prise de décision. C'est le changement du poids de la décision dans la BNA. Maintenant, à chaque fois, je donne un aspect complexe, ensuite je vais à un aspect plus simple. Je donne un aspect simple, ensuite je reviens vers un aspect complexe. Est-ce que la Banque centrale a émis de l'information? Je vais la voir, du moins je ne vais pas la voir, j'en ai marre. Est-ce que le ministère des Finances, est-ce que les autres ont parlé des mesures prudentielles de la banque islamique en Algérie, de la finance islamique qui sera pratiquée par certaines banques en Algérie. Oh, gouverneur de la Banque d'Algérie, s'il vous plaît, évitez de m'envoyer le jeune là qui parle de mesures prudentielles. Je vais vous le dire maintenant. Je les ai dites ici, hein, quelque part là. Hein. Ici, quelque part là. C'est en 2017, 2016, 2017. Hein. La Banque des règlements internationaux, dirigée un certain temps par l'actuel Premier ministre du Canada, Mark Carney, après avoir quitté son poste de gouverneur de la Banque d'Angleterre, et après avoir quitté son poste de gouverneur de la Banque du Canada, donc il est passé par la Banque des règlements internationaux. Les mesures prudentielles, il y a la première mesure qui s'appelle Tier 1, TIER1, hein, Tier 2, Tier 3. Premièrement, ces mesures prudentielles destinées par le comité de Bâle de la Banque des règlements internationaux sont destinées aux banques systémiques. Ce n'est pas à la BNA ou au CPA ou à la BATRE. OK? Parce que si une banque coule en Algérie, ils s'en foutent. Sans faute. Vous pouvez brûler toutes les banques d'Algérie. Personne ne s'inquiétera pour les Algériens. Il y aura peut-être que les informations françaises, là, ils vont faire dans ce qu'ils vont faire, etc. Quand vous avez l'habitude de vous intoxiquer avec. Donc, dans BAL 1, tiers 1, c'est BAL 1, hein, correspond à BAL 1. Hein, il s'agit de ratio de Cook. Cook ratio. C-O-O-K. Hein. BAL 2. BAL 2. Il s'agit, elle a été mise au point, recommandée. Hein. C'est une recommandation, c'est une prescription. C'est la faillite de LTCM, Long Term Capital Management. C'est un fonds d'investissement. Il y a beaucoup de milliards dans son fonds
d'investissement. Il a fait faillite. Alors maintenant, il nous faut des mesures prudentielles pour garantir les dépôts de certains investisseurs, bien garantir le remboursement d'une partie de certains dépôts d'investisseurs. Okay? Ça, c'est BAL 2, c'est suite à la faillite de LTCM, Long Term Capital Management. LTCM, il y a 2 prix Nobel d'économie qui ont travaillé à l'intérieur de LTCM. LTCM, hein? 2 Nobel d'économie. Le premier, Byron Scholes. Le deuxième, Robert C. Merton. Byron Scholes, prix Nobel d'économie, c'est lui qui a modélisé d'un point de vue mathématique, les équations, toutes ces opérations de spéculation. Hein? Toutes les opérations liées à la spéculation, à la couverture de risque, au risque de marché, tous les risques dont j'ai parlé, les risques financiers, opérationnels, juridiques et stratégiques. Tout ça. C'est Myron Scholes qui a modélisé mathématiquement ça. Il a eu le prix Nobel. Et pendant que ce Scholes et Merton travaillaient chez LTCM, elle s'est cassée la gueule. Maintenant, est-ce qu'il y a des prix Nobel d'économie en Algérie pour faire marcher au moins la finance islamique? BAL 3, c'est la faillite dite de Lehman Brothers en 2008. C'est celle qui a annoncé la crise de subprime. Hein? Lehman Brothers, il y a d'autres, Fay West, etc., May West, qui ont fait faillite aux États-Unis d'Amérique. Hein, c'est le pas. Mais Lehman Brothers est dite la banque à sacrifier. C'est-à-dire, au lieu de bousiller toutes les banques qui étaient dans la même situation que Lehman Brothers, y compris Goldman Sachs, ils ont préféré sacrifier une banque, lui casser les reins, la broyer et l'envoyer en enfer pour que les autres freinent. Maintenant, est-ce que les autres ont freiné? Non, il y a BlackRock maintenant. BlackRock, là, qui dépasse tout le monde. Bon. À tous les chefs d'État membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine, vous savez, vos banques, les banques qui existent dans vos pays, s'il vous plaît, vous tous là, hein, tous, les banques, l'UEMOA a été créée en 1962, 63. Elle a commencé par être l'UEMOA. À vous donc, tous les chefs d'État de l'UEMOA, j'ai dit que la BCAO, la CEDEAO, l'UEMOA, l'UEMOA, plus d'autres organisations là, sont des organisations criminelles et terroristes. Ok? Je l'ai dit et je le répète. Mais pendant que les révolutionnaires algériens vous offrent, pendant qu'ils vous ont offert, bénéficiant des indépendances qui vous ont été offertes par les révolutionnaires algériens, vous partez sur l'UEMOA, et là maintenant, vous avez satisfait aux exigences de BAL 1, BAL 2, BAL 3, sachant que même les banques pour lesquelles ces mesures sont destinées les rejettent. Vous allez parler de BAL 3 à Goldman Sachs, ils vous crachent dessus. Ils vous cracheront dessus, là. Vous allez parler à HSBC, à UBS de BAL 2, BAL 3. Ils vous cracheront dessus. Êtes-vous fous, là? Évitez toutes the overnight operations et la spéculation sur le taux d'intérêt. Oh.
par contre, vous êtes partis comme des toutous satisfaits de répondre aux exigences de balle 1, balle 2, balle 3. Avez-vous des banques? Avez-vous une monnaie? Avez-vous une économie? Je vous ai dit la dernière fois, il y a une rumeur qui circule que le dollar algérien le dollar US sera fabriqué en Algérie et que l'euro sera fabriqué quelque part dans vos pays du franc CFA. Mais pendant ce temps-là, le franc CFA sera fabriqué à Chamaillère, à Clermont-Ferrand, en France, et vous payez dessus. Hein? Êtes-vous satisfait là? Les révolutionnaires algériens vous ont offert des indépendances anticipées pendant que faisaient souffrir la nation algérienne. Et vous repartez vers la France, vers la Belgique. Chers compatriotes d'Algérie, à partir de maintenant, à chaque fois que vous entendrez parler de Bahreïn, comprenez que la BNA sera gérée à partir de Manama, la capitale de Bahreïn. Comprenez que vous n'avez plus de souveraineté sur la BNA, sauf sa faillite. À la faillite, elle sera intégralement imputée à l'Algérie dans la mesure où elle a augmenté son capital de 150 à 300 milliards de dinars. Alors, là maintenant, je vais rentrer dans un petit détail, un petit détail qui est un peu bizarre. En Algérie, c'est Algerian Investment Promotion Agency, AAPI. Donc, en Algérie, c'est the Algerian Investment Promotion Agency, AAPI. Ce nom est écrit en anglais. C'est la première fois que je vois une dénomination anglaise en Algérie. C'est cet acronyme. Donc, c'est l'agence Algerian Investment Promotion Agency. Elle a un tout petit site internet, assez sympathique comme ça. Sympathique, du moins, non? Tout petit site internet, là. Donc, c'est l'agence pour la promotion de l'investissement en Algérie. C'est l'agence algérienne pour la promotion de l'investissement qui s'appelle AAPI. Messieurs, mesdames de cette agence AAPI, personnellement, je fais la différence avec de AAPI, EEPI, de Abraham Accords Peace Institute, l'Institut de la paix des accords d'Abraham. Les deux noms se ressemblent. L'algérien s'appelle AAPI, l'américain s'appelle EEPI, AAPI. Hein? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux noms? Est-ce que c'est la normalisation avec Israël qui se cache derrière? Parce que the Abraham Accords Peace Institute sont les accords dits les accords d'Abraham qui ont permis la normalisation entre les pays musulmans, les pays arabes et Israël. Hein? Accord d'Abraham de 2020 avec Donald Trump. Hein? Les accords d'Abraham. Bon, mais les compatriotes d'Algérie doivent comprendre, quand il y a un accord comme ça, derrière, il y a toute une mécanique, hein, toute une procédure d'économie, de coopération, de suppression de certaines lois, etc. derrière. Hein. Donc, AAPI, comme par hasard, il est dirigé par des juifs, israéliens et américains.
Est-ce que c'est l'instrument caché pour la normalisation avec Israël? Je suis le premier Algérien à avoir parlé de la normalisation avec Israël. Ok? Je suis le premier Algérien à avoir parlé, du moins depuis 10 ans maintenant, avec de la normalisation avec Israël. Je place quelques mots maintenant, immédiatement, je reviens après sur Israël, cette histoire. Même si Israël est dirigé par un criminel de guerre, un terroriste, Hitler devant lui est un enfant, est un bébé, est un ange. Hitler devant Benjamin Netanyahu est un ange. Oui, j'avais suggéré de commencer par l'accueil des juifs israéliens qui ont des racines en Algérie, par l'organisation de conférences des Israéliens pro-paix pour la paix en Palestine et des conférences sur la paix en Afrique du Nord. Ok? C'est pas coopération sur le nucléaire, qu'ils soient civils ou militaires. Est-ce que derrière, bon, moi, cette normalisation ne me surprend pas. Est-ce que je vais l'appuyer? Non. Est-ce que je vais appuyer sur cette normalisation? Non. Pour des raisons que je vais développer après. Si je suis élu président de la République, oui, je normaliserai. Mais la normalisation avec ces coucous là, impossible. Attends. Tenant, le capital de la BNA a été augmenté. Il y a de l'argent du Bahreïn. Il faut qu'il précise de quelle banque il s'agit. Et quelles sont les conditions de ce prêt. Ou bien quelles sont les conditions de cette participation. Ou bien est-ce que la BNA sera transformée en venture capital? Venture capital, c'est capital risque. Il faut qu'ils le disent là. Donc maintenant, augmentation du capital par là, emprunt par là, participation, emprunt, participation, je ne sais pas. Il manque qu'à le dire là. Hein. Donc, la finance islamique est aussi risquée que la finance de tous les jours là. Puisqu'elle est risquée. Donc les banques privées algériennes se sont retirées. Les banques privées algériennes, comme le Baraka, refusent de participer dans ce jeu risqué. Ok? Donc, le Bahreïn, je dis comme ça, j'ignore cette banque-là, a décidé de faire prendre tout le risque à l'État algérien, c'est-à-dire à tous les Algériens. Donc, le Bahreïn a fait prendre le risque à l'État algérien à travers la BNA. Si le risque est pris par l'État algérien, ça veut dire que ce sont des gangs qui ont pris en otage tout le pays. Puisque ces gangs ont accepté de sacrifier gratuitement la Banque nationale d'Algérie, le CPA et autres choses dont je vais parler. Donc ils sont faibles. S'ils sont faibles, donc ils exécutent les ordres de plus puissants qu'eux. Où se trouvent les plus puissants qu'eux? Ils sont au Bahreïn, à Paris, à Washington. Opa, dernière partie. J'ai évité de parler du blanchiment d'argent.
le contrôle des capitaux. Est-ce que tous les narcotrafiquants algériens, les barons là, hein, les gros barons là, hein, qui ont beaucoup de milliards de dinars, peuvent, ils sont autorisés. Hein. C'est une banque islamique, je m'en fous, il n'y a pas de, j'ai pas besoin de taux d'intérêt, je mets ça, je veux un investissement, tu donnes l'argent à qui tu veux, etc. Mais l'essentiel, moi, j'ai besoin de recycler mon argent là. Je le mets et il va le recycler. Donc, dans la drogue, drogue et stupéfiants, etc. Le recycler. Et est-ce que les producteurs de vin, de liqueur, de whisky, après là, en Algérie, est-ce qu'ils ont le droit de financer, de déposer leur argent dans les banques islamiques? Bon, algériennes bien sûr. Ah. C'est lourd, c'est lourd. Maintenant, l'État algérien a dit une connerie. L'État algérien a dit une connerie. Donc, je vais répondre à cette connerie par une sagesse paysanne. Sagesse paysanne. Ils ont dit fabrication de tablettes avec un taux d'intégration de 70%. Fabrication de tablettes avec un taux d'intégration de 70%. Est-ce que vous croyez un mot de cette phrase? Ça, c'est la première. Est-ce que vous croyez une lettre de cette phrase? Maintenant, si vous croyez certains mots et certaines lettres de cette phrase, est-ce que vous croyez à 70%? Taux d'intégration de 70%. Moi, tout investissement, aucun taux d'intégration ne sera exigé. Il sera dans l'agriculture. Je relance la fabrication des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, agriculture. D'accord? Bon, aucun taux d'intégration dans la fabrication des crayons, des tables pour les enfants, dans les consommables pour les hôpitaux. Bien. Maintenant, on suppose que, sachant que j'ai parlé de la fabrication d'ordinateurs de bureaux à partir des équipements recyclés en Algérie. Hein. Maintenant, on va supposer que ça, ce n'est pas une connerie. C'est une vérité. C'est-à-dire, il y aura des usines pour la fabrication de tablettes en Algérie avec un taux d'intégration de 70%. Maintenant, 70% à condition de considérer que tous les Algériens, femmes de ménage, agents de bureau, techniciens, ingénieurs, électriciens qui vont travailler dans cette usine constituent 70% du coût de production, d'accord. Et 30%, c'est les matériaux, c'est les microprocesseurs, ce sont les écrans tactiles, etc. Hein, tout ça. Microprocesseur, c'est 30%. Est-ce que c'est possible, ça? Je ne sais pas. Je suppose que là, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y aura un investissement dans les tablettes. Ça veut dire que les Bahreïniens ont imposé à l'Algérie, à l'État algérien, du moins ceux qui décident en Algérie, c'est-à-dire les généraux et celui qui se prend pour le président de la République, etc. Quoi? Les terres rares. Parce que dans les tablettes, il y a les terres rares. Donc ça, c'est le truc. Tenons la dernière partie de cette intervention sur la finance islamique. Le Bahreïn, la capitale du Bahreïn, c'est Manama. D'après les chiffres de la Banque mondiale de 2023, pour l'année 2023 plutôt, hein, il est peuplé par 1 577 059 habitants. Hein, je lis comme ça. Hein. L'espérance de vie
au Bahreïn, de 81 ans. Il a une surface de 790 km². La surface du Bahreïn, c'est 790 km², soit un rectangle d'à peu près 30 km de longueur et 26,6 km de largeur. Donc un triangle de 30 km, une largeur de 26 km, et vous avez le Bahreïn. La distance, à peu près là, on va dire, de Boujlil à Arbou, il y a 25 km. Donc de Arbou jusqu'à Sidi Aïch, il y a 30. Donc, Boujlil Arbou, c'est une largeur. Arbou, Sidi Aïch, c'est 30 km, c'est la longueur. Donc, faites une autre largeur qui va de Sidi Aïch sur 20 km, sur 26 km. C'est à peu près quoi? C'est pas Timzaret, l'autre. Timzaret, c'est ça, pas Takaris. Timzaret, ensuite revenir vers Boujlil. Parallèle, on fait un rectangle comme ça, c'est ça le Qatar, le Bahreïn. Il a un PIB de 46,08 milliards de dollars. Le PIB du Bahreïn est de 46,08 milliards de dinars, milliards de dollars. Pour la même année 2023, l'Algérie compte 40, c'est la Banque mondiale, hein? L'Algérie compte 46 milliards, l'Algérie compte 46 164 219 habitants, si ce chiffre est vrai, 2023. L'espérance de vie est de 76 ans, 5 ans de moins que le Bahreïn. 5. Il a une surface de 2 381 740 km² et un PIB de 247 milliards,63. Le PIB de l'Algérie pour 2023 a été de 247,63 milliards de dollars. Calcul 5. La population de l'Algérie divisée par la population du Bahreïn égale, c'est un ratio, hein, égale 3014,86. C'est-à-dire la population algérienne est égale à la population du Bahreïn multipliée par 3014,86. Ah, pardon. Surface. La surface de l'Algérie divisée par la surface du Bahreïn, c'est-à-dire les 740 km² et les 2 300 000 et des poussières de l'Algérie, c'est 3014,86. C'est-à-dire la surface de l'Algérie est égale à la surface du Bahreïn multipliée par 3014,86. Prenez 3014,86 Bahreïn et vous allez les mettre en Algérie. La population de l'Algérie divisée par la population du Bahreïn égale à 29,72. 3014 de poussières pour la surface, 29,72 pour la population, le ratio. Pour le PIB de l'Algérie, qui est de 247 milliards, 63, divisé par le PIB du Bahreïn, qui est de 40 milliards, etc., est de 5,37. Oh! « 3014 fois la surface du Bahreïn, 29 fois la population du Bahreïn, mais juste 5 fois le PIB du Bahreïn. 5 fois.
Est-ce que, est-ce que le Bahreïn a des révolutionnaires comme Ben Mehdi, Hussein Ahmed, Ben Boulaïd, Amirouche, Karim Belkacem, est-ce que Jamil Abou Hamed, Nassim Hablal, est-ce que c'est le Bahreïn qui les a ou l'Algérie? Ok. Mazal. Combien vaut le dinar bahreïni? Bon, donc il y a le dinar tunisien, le dinar algérien, le dinar bahreïni, le dinar libyen, le dinar je sais pas quoi là. Combien vaut le dinar bahreïni en dinar algérien? Vous allez dire à peu près la moitié. Un dinar algérien égale 0,5 dinar bahreïni. Un dinar algérien égale 15 dinars bahreïni. Le dinar, la monnaie. Non. Un dinar bahreïni est égal à 349,02 dinars algériens. Un dinar du Bahreïn est égal à 349,02 dinars. Le dinar du Bahreïn est égal à 2,36 dollars US. À peu près, c'est le même taux de change en dollars US et euros par rapport au Bahreïn. Hein. Pourquoi? Parce que le dinar bahreïni est ce qu'on appelle PEG, le système PEG, money pegging. Il est accroché au dollar US. Ça, c'est la première. Donc, le dinar bahreïni, les États-Unis d'Amérique ont accepté que le dinar bahreïni vaille 2,4 dollars US. Je vous renvoie tout ce que j'ai dit sur la valeur du dinar et sur pourquoi le Bahreïn a accepté un tel taux de change. Il faut voir, là, le dinar bahreïni vaut 2,46. Il faut aller vers ce que j'ai dit avant. Où est-ce que vous allez? Il faut aller vers les années 1963-64, quand la Banque centrale d'Algérie a été créée. Quand le dinar algérien était plus fort que le franc français, quand le dinar algérien était égal au franc français, quand il a commencé à baisser. OK? Chers compatriotes, c'est un peu lourd là. Je préfère terminer avec ça. À vous, le chef d'État de l'Union économique monétaire ouest-africaine. S'il vous plaît, quand vous partez en France, je vous informe qu'il n'y a plus de bretelles, qu'il n'y a plus de ceinture pour vous. Vous pouvez acheter ce que vous voulez là-bas, mais il n'y a pas de bretelles pour vous tenir les pantalons et il n'y a pas de ceinture pour serrer vos pantalons. Arrêtez d'accuser la France, les États-Unis, l'Europe, je ne sais pas quoi là, du génocide, du massacre de l'Afrique là. Vous n'avez même pas un président de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Arrêtez de les accuser. Tant pis pour vous. Arrêtez de tuer vos enfants. Arrêtez de massacrer vos populations. Ayez votre monnaie. Et je le répète, à vous tous, c'est la nation algérienne qui vous sauvera. Allez-y, vous pouvez continuer. Emmanuel Macron a fait de vous des caniches. Vous êtes des caniches de Macron. Vous ne pouvez absolument rien faire. Vous aimez vous faire la guerre entre vous. Vous aimez faire souffrir vos parents, les vieux, les vieilles. Vous aimez faire souffrir vos enfants. Vous aimez faire souffrir les jeunes, femmes, jeunes filles et jeunes hommes de vos pays pour les maintenir avec de la morve dans le nez.
Chers compatriotes d'Algérie, j'ai parlé de la finance islamique un peu. Voilà. Je, je vous lis, je lis quelque chose en anglais. En anglais, ensuite, je vous donnerai des détails. In that vein, we welcome the IMF's emphasis on global efforts to tackle liquidity shortage and secure financing for SDG spending, including through the proposed joint IMF World Bank three-pillar approach that combines structural reform, domestic revenues, mobilization, debt treatment, adequate financial support from IFIS and development partners and measures to incentivize FDIs and other private non-debt creating financial inflows. Oh, mais il y a autre chose. Ah, voilà, une autre dernière phrase. I'm capacity system and growth trust which enhance the IMF. Bon, je ne peux pas lire. Qui a dit ça? C'est en anglais. Je ne peux pas dire ça. Vous avez entendu ce que je dis au FMI à la Banque mondiale. Je leur dis arrêtez de massacrer le pays. Et il y a pire que ça. Hein. Il y a pire. Il y a des mots pires. Qui a dit ça? C'est le gouverneur de la Banque centrale d'Algérie. J'ai dit que la Banque centrale d'Algérie est un gourbi, est un fort crématoire et la chambre à gaz. Le gouverneur de la Banque centrale d'Algérie, il a dit ça dans une réunion du FMI à Washington. Même si c'est grave. Mais il a dit au nom de qui? Il a dit Algeria on behalf of Algeria, Ghana, Islamic Republic of Iran, Libya, Morocco, Pakistan and Tunisia. Le gouverneur de la Banque d'Algérie a parlé au nom de l'Algérie, du Ghana, de la République islamique d'Iran, de la Libye et du Maroc, du Pakistan et de la Tunisie. Indépendamment des situations économiques et militaires conflictuelles de tous les pays. Et c'est le gouverneur de la Banque centrale d'Algérie qui a parlé au nom du Maroc. C'est le gouverneur. Donc à Washington, il a parlé au nom de... Il a parlé au nom du Maroc. Et vous, bon, je vais parler après du Maroc. Bon, dans le solde. Ça, il n'a pas changé. Et il y a des dettes. Je vais voir. Où est la dette? Oh. Ça, c'est le site internet de la Banque d'Algérie. Ah oui, ils ont enlevé la dette. J'allais commenter la dette algérienne. Bon, chers compatriotes d'Algérie, la dette algérienne est de 7 milliards, est supérieure à 7 milliards, elle n'est pas de 4 milliards. Ça, c'est la première. 2, il y a une dette de long terme et une dette de court terme. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, s'il est autorisé par les généraux qui le contrôlent. La dernière fois que j'ai parlé de ça,
la dette figurée, hein, elle apparaît ici. Là maintenant, je ne la vois pas là. Elle n'apparaît pas. Le taux directeur 3%, alors pas nous allons parler là. Bon. Donc il y a la dette à long terme et la dette à court terme. Quels sont les créanciers de l'Algérie, surtout dans la dette à court terme, et quels sont les taux d'intérêt? Ça, c'est la première. Quels sont les taux d'intérêt? Ça, c'est la première. Deux, si j'en ferai une guerre sur la dette de l'Algérie et les créances de l'Algérie. L'Algérie, l'État algérien du moins, détient une créance de 5 milliards de dollars sur le FMI, elle doit apparaître. Et l'État algérien détient une créance d'au moins 3 milliards de dollars sur l'État français, elle doit apparaître. Je sais que la dette du FMI sur l'Algérie est arrivée à terme. Pour la dette de la France, dans l'histoire de Nouvelle-Calédonie, etc., les catastrophes, c'est l'Algérie qui donne de l'argent à Macron pour qu'il règle ses problèmes. J'en ferai. Chers compatriotes d'Algérie, une autre fois, je vous supplie de demeurer pacifique. Là, le temps de souffler un petit peu, et je reviendrai je reviendrai dans une deuxième partie vers quelque chose de un peu plus simple, mais de plus dur encore.